Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous spécial motivé par la tenue ici à Alger d'un important atelier sur le patrimoine culturel immatériel en Afrique. Un thème très cher à notre chaîne qui a choisi de profiter de cette occasion pour vous proposer cette émission afin de vous éclairer quant aux différents aspects liés au patrimoine immatériel et son importance pour les États et notamment pour les nations africaines. Et pour cela, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir pour vous Madame Suzanne Schüttgen. Alors, vous êtes chef de l'unité renforcement des capacités et politiques du patrimoine, entité du patrimoine culturel immatériel. C'est bien cela? C'est bien ça, à l'UNESCO. Hein, à l'UNESCO, bien oui, sûr. C'est ça. En tout cas, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir, merci beaucoup. Très bien. Et nous avons aussi avec nous M. Slimane Hachi. Vous êtes directeur du Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, le CRESPIAF. C'est bien cela? Excusez du peu. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, M. Hachi. C'est dûment partagé. Moi, je vous remercie, cher Halim, d'avoir organisé cette belle table ronde, bien qu'elle ne le soit pas tout à fait. En tout cas, on ne pouvait pas passer à côté d'un tel événement oui. et profiter de votre présence ici à Alger. Et donc, nous avons aussi avec nous M. Sidi Traoré. Oui. Vous êtes facilitateur de l'UNESCO pour la Convention 2003. Oui. Et vous nous venez de notre cher Burkina Faso. C'est bien cela. Bonsoir et bienvenue. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, j'espère que, messieurs, vous n'allez pas m'en vouloir pour ma galanterie, car je compte commencer avec Madame Suzanne Schüttgen. Madame Suzanne Schüttgen, première question pour nos téléspectateurs. On parle souvent du patrimoine immatériel, c'est assez vaste. Qu'est-ce qu'on entend par patrimoine immatériel et ça englobe quoi au juste ? Oui, c'est vrai, hein, le terme patrimoine culturel immatériel, les gens trouvent souvent, c'est quand même un mot qui n'est pas facile à comprendre. Ouais. Mais je vais vous dire, on appelle cela aussi le patrimoine vivant. Donc, il s'agit effectivement des traditions orales, de l'artisanat, des rites, des pratiques culturelles, des spectacles des arts, qui ont une signification particulière pour les tenteurs de ce patrimoine. Et qu'on passe de génération à l'autre. Et en fait, peut-être je peux dire, hier soir, M. Hachi et M. Traoré sont bien au courant, on était invités dans un bel restaurant pour manger du couscous. Oui. Et là, on a le couscous. Le couscous, je laisse à M. Hachi à expliquer plus, mais c'est bien plus que juste un plat, c'est bien juste, il y a toute une sorte des connaissances, des rituels, la préparation, qui a une signification pour la communauté autour de couscous. Hein. Ouais. Et ce que je voulais dire avec ça, c'est aussi que ça renforce l'identité. C'est une identité qui se tisse autour du patrimoine culturel immatériel. Et donc, il y a l'identité, il y a aussi la continuité, parce que c'est vraiment ces pratiques qui ont plein de valeurs, plein de significations, qu'on souhaite absolument à transmettre à la prochaine génération. Et tout cela, ça nous aide à travers du monde, à travers du continent d'Afrique, de nous connaître mieux. Parce que quand on s'intéresse au patrimoine culturel immatériel des autres communautés, on apprend beaucoup de ce qui est important pour eux. Nous sommes dans le partage et l'échange. Oui, voilà, il y a la diversité culturelle dans l'unité, parce qu'on a tous un patrimoine culturel immatériel qui est cher à nous. Alors, à chaque fois qu'on parle de patrimoine immatériel, on parle aussi souvent de la Convention de l'UNESCO. Elle existe depuis quand et quel est son but justement? Effectivement, vu l'importance de ce patrimoine culturel immatériel, qui n'est
c'est d'autres choses que les monuments, ou Oui. c'est plus la notion du patrimoine culturel que tout le monde connaît. Mais là, depuis 20 ans, on est en train de mettre en œuvre la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et on a vu que ce concept, on le retrouve maintenant dans les politiques de la culture, et les pays ont décidé de l'adopter, c'était en 2003, effectivement pour élargir un peu la notion du patrimoine culturel, parce qu'il y avait des aspects qui n'étaient pas encore compris dans les conventions, les instruments internationaux existants. Ouais. Et vous le savez que l'UNESCO et l'Organisation des Nations Unies pour la culture, qui a un mandat spécifique pour la culture, il y a aussi l'éducation, il y a aussi la science, la communication, mais un mandat spécifique pour la culture. Et donc, c'est nous qui s'occupons des conventions internationales pour la sauvegarde du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Il y a aussi les industries créatives, il y a la diversité des expressions culturelles. C'est aquatique, oui. Ouais. C'est ce que nous essaierons, en tout cas, de développer durant cette émission. Alors moi, il y a une question que je voudrais poser à Monsieur Sidi Traoré. Souvent, la culture est le parent pauvre de pratiquement par rapport à tous les autres secteurs, ne serait-ce que par rapport à la budgétisation. C'est celui qui reçoit le moins d'argent. Et le patrimoine, il l'est encore plus dans le domaine de la culture. Alors, est-ce qu'il y a une réelle prise en charge, une prise de conscience plutôt, ici en Afrique, par rapport à l'importance du patrimoine? Je suis tout à fait d'accord avec vous que l'importance que le patrimoine culturel immatériel a pour les communautés, a même pour les États, mais n'est pas reflété effectivement donc dans les allocations budgétaires que ce patrimoine culturel immatériel peut avoir pour notamment la mise en œuvre des activités de sauvegarde. Mais je crois que c'est une dynamique qui a été enclenchée aussi avec la Convention. Je crois qu'il y a de plus en plus effectivement donc, de politiques culturelles en Afrique qui prennent en compte la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il y a davantage de programmes donc, également aussi donc, intersectoriels qui se développent et qui prennent en compte la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Mais l'un dans l'autre, cela se fera. Mais également aussi, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce patrimoine, il est essentiellement créé, pratiqué et transmis par les communautés. Et pour cela, les communautés n'attendent pas forcément donc, des ressources des États pour pouvoir le faire, parce que c'est un patrimoine qu'elles vivent tous les jours, qu'elles vivent au quotidien, qu'elles entretiennent. Elles n'ont pas attendu que les États leur demandent de sauvegarder ce patrimoine. Elles le sauvegardent parce qu'elles s'y reconnaissent, parce que c'est leur identité, parce que ça les définit. Très bien. Alors, M. Hachi, je disais dans mon introduction que cette émission est motivée un peu par la tenue de cet atelier. Cet atelier dont le thème est, c'est un thème qui est portant sur le renforcement des capacités des points focaux nationaux en matière de rapports périodiques dans le cadre de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique. Waouh! Alors, il fallait le rédiger. Donc, je vous laisse nous expliquer très simplement l'importance de cet atelier. Oui. Mais avant, je voudrais dire que je partage ce qu'a dit mon amie Suzanne Schmutgen, qui est une haute responsable à l'UNESCO, notamment auprès du secteur de la culture et auprès de ces conventions-là, surtout de la Convention de 2003. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon ami Sidi Traoré, que nous connaissons depuis très longtemps et qui nous accompagne à chaque fois que nous le sollicitons. Et les deux, c'est valable pour les deux d'ailleurs. Cet atelier est organisé conjointement par l'UNESCO, la maison de la culture du monde, la maison de l'amitié du monde, la maison de l'empathie du monde pour la culture et les patrimoines, et le CRESPIAF qui est le centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique.
Excusez du peu. Il y a très peu de centres comme ça dans le monde. Il y en a 8 jusqu'à maintenant pour la Convention. Parce que l'UNESCO a cette pratique de créer ou d'autoriser la création sous ses auspices, sous son égide, de centres mondiaux, planétaires, de centres à l'échelle du continent ou du subcontinent, pour s'occuper, pour venir en soutien à la politique générale de l'UNESCO, pour soutenir la politique des États en matière de patrimoine culturel immatériel. Nous sommes donc le 7e centre. Il y en a 4 pour l'Asie, 4 centres pour l'Asie, un centre pour l'Amérique latine dont le siège est au Pérou, un centre pour l'Europe dont le siège est à Sofia en Bulgarie, et un centre pour l'Afrique dont le siège est à Alger. Oui. Vous devinez fort aisément quel honneur pour notre pays, c'est un immense honneur et que nous remercions. Une grande responsabilité. Ouais. Nous ne remercierons jamais assez l'UNESCO de nous avoir accordé ce privilège. Ouais. Et que donc ce centre et l'UNESCO qui ont organisé déjà de nombreux ateliers, n'est-ce pas, en Algérie. Nous avions organisé un atelier à Constantine, nous avions organisé un atelier à Alger, et celui-là est le grand 3e, vraiment, de réunir 44 États. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas rien. Nous avons réuni à Alger 44 États du continent. Parce que vous connaissez les difficultés de déplacement en Afrique. Pour aller d'Afrique en Afrique, c'est pas possible d'aller. Il faut passer par l'Europe, par l'Asie, pour aller d'Afrique en Afrique. C'est déjà un challenge que nous avons relevé. Nous avons réuni 44 États ici à Alger pour parler du sujet que je vais maintenant vous expliquer. Qu'est-ce que c'est que les points focaux ? En fait, les points focaux, ce sont des personnalités culturelles, scientifiques, qui sont des responsables dans leur pays et qui sont désignés par leur gouvernement pour servir, pour être les interfaces, pour entretenir le dialogue avec l'UNESCO, pour faire des dossiers, etc., etc. En fait, gérer la convention pour leur pays et l'UNESCO. C'est ça un point focal. Et le sujet de cet atelier est relatif à la fourniture par chacun des États de son rapport périodique. Parce que quand vous avez ratifié une convention, vous êtes tenu de fournir des rapports périodiques. Tous les X années, vous êtes tenu de fournir un rapport sur l'état de santé de ce patrimoine. Donc sur l'état de santé, sur la situation, sur le devenir, sur le port, comment se porte ce patrimoine, vous êtes tenu de fournir des rapports à l'UNESCO. C'est cela, le rapport périodique. Très bien. Si je peux me permettre, je voulais ajouter, parce que sur ce que je suis tout à fait d'accord aussi avec M. Hachi, et pour l'UNESCO, c'est un plaisir d'être ici en Algérie. Vraiment, votre hospitalité, et je n'ai pas des mots, c'est vraiment un grand plaisir d'être là. Et notre collaboration avec Chris Piaf pour l'organisation de cet atelier qui est excellent. Mais ce que je voulais ajouter, c'est dans ces rapports, les pays parlent aussi de l'importance du patrimoine culturel immatériel pour le développement durable. Donc en fait, le patrimoine culturel immatériel, on pense parfois ça concerne juste le secteur de la culture. Tout à fait. Mais non, c'est vraiment plus vaste. Oui, justement. Vous allez, non, j'ai prévu des questions par rapport à ça. D'accord. Par contre, il y a une question que se pose beaucoup de gens, puisqu'on entend souvent parler de telle ou telle chose inscrite sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, donc patrimoine mondial. On a envie de comprendre, ça se passe comment ? Comment
est-ce qu'il y a une demande qui est faite? Elle est faite comment? Et quel est le processus? Et ça prend combien de temps pour que cette chose puisse être inscrite dans le patrimoine? D'accord. Vous avez peut-être tous entendu parler des listes de la Convention. Donc, pour la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, il y en a en fait 2 listes. Il y a une liste qui s'appelle la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et il y a une autre qui est la liste pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui nécessite une sauvegarde urgente. Donc, oui, ces listes, ils donnent beaucoup de visibilité. D'abord, la visibilité au patrimoine culturel immatériel à travers le monde. Et ça aide aux gens de mieux comprendre de quoi il s'agit. Ça aide aussi de mieux comprendre les cultures qui sont derrière ce patrimoine culturel immatériel. Et avant tout, ça aide aussi à la sauvegarde, à la transmission à la future génération. Vous avez demandé la question comment ça se fait. Et en fait, c'est d'abord dans un pays, c'est l'État qui essaye de comprendre qui sont les acteurs dans notre pays qui travaillent, qui transmet le patrimoine culturel immatériel et qui travaille aussi là-dessus, qui soutient aussi la sauvegarde de ce patrimoine culturel immatériel. Et les pays commencent normalement à faire une sorte d'inventaire ensemble avec les communautés. Et donc là on fait une liste mais au niveau de pays pour voir quel est le patrimoine culturel immatériel dans notre pays. Et une fois qu'il y a une idée plus claire, on explique aussi aux communautés ces mécanismes de la Convention, de la coopération internationale dans les listes. Et s'il y a un intérêt, une souhait par une communauté d'éventuellement être inscrit sur cette liste internationale, voilà, il y a une collaboration de plusieurs mois et parfois même des années qui s'établit pour mieux décrire, pour remplir aussi une sorte de formulaire qui est requis pour soumettre une candidature sur le patrimoine. Après cette soumission, le dossier va être soumis à un organe, à l'UNESCO d'abord, qui a mis en place un organe d'évaluation composé des États et aussi des experts qui viennent des ONG, des organisations non gouvernementales. Et ils vont tous évaluer un peu la candidature. Il n'est pas une question que c'est vraiment un patrimoine culturel immatériel. Ça, c'est la décision de la communauté. C'est que la communauté qui peut définir si quelque chose est considéré comme patrimoine culturel immatériel. Aucun expert de l'extérieur. Mais l'organe d'évaluation va voir si les critères qui sont établis sont remplis. Et après, c'est un comité intergouvernemental qui regarde les recommandations de l'organe d'évaluation et qui prend la décision. Et après, c'est vraiment la joie. Parce qu'on a une célébration chaque année. On inscrit à peu près 60 éléments. Je crois qu'on est à 676 éléments aujourd'hui. Donc c'est une célébration et ça fait toujours plaisir de voir à quel point les communautés et tous les acteurs se réjouissent parce que c'est un grand accomplissement aussi. Justement, on a envie de comprendre cette joie. Elle est motivée par quoi? Quand on est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quoi? C'est un titre honorifique? C'est juste une question de prestige ou il y a quelque chose derrière aussi? On gagne quoi lorsqu'on arrive à inscrire telle ou telle chose sur cette liste? Oui. Mais bon, ça donne beaucoup de visibilité. Peut-être aussi mon collègue Sidi peut en parler. Et il y a la visibilité. Il n'y a pas d'abord l'argent, parce que c'est seulement quand il y a un élément qui nécessite une sauvegarde urgente. Là, la Convention le prévoit. Il y a un fonds et le fonds peut aider. Mais quand il s'agit de la liste représentative, c'est plutôt la visibilité et parfois ça a des conséquences. Et là, je souhaite peut-être que Sidi, tu peux peut-être citer un exemple. Mais oui, non. Concernant justement les avantages de l'inscription des éléments sur les listes de la Convention, notamment les listes représentatives du patrimoine immatériel de l'humanité. Je crois que déjà, c'est pour une communauté, c'est pour l'État, la volonté de mettre ce patrimoine-là en partage avec toute l'humanité.
pour dire que désormais ce patrimoine-là, il nous appartient, mais il vous appartient également, il appartient à toutes les communautés à travers le monde. Et c'est notre façon particulière de nous exprimer donc, par rapport à tel aspect ou tel autre aspect. Je crois que c'est déjà ça qui est l'aspect le plus important. Mais également aussi derrière cela, le patrimoine est toujours porté par des communautés. Donc ça permet également aussi d'assurer une certaine reconnaissance à ces communautés qui sont les praticiennes, qui pratiquent cela au quotidien. Voilà, donc, et c'est un peu cela. Et pour ce qui concerne les éléments qui sont inscrits sur la liste de sauvegarde urgente, je crois que cela permet d'attirer l'attention davantage sur la fragilité justement du patrimoine culturel immatériel. Vous savez, Suzanne l'avait dit tantôt, c'est un patrimoine vivant. C'est un patrimoine dans notre contexte actuel. Donc il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup de risques et cela permet justement de pouvoir traiter donc, ces menaces, de pouvoir traiter ces risques pour faire en sorte que les communautés qui sont attachées à ces éléments de leur culture puissent continuer à les pratiquer et à les transmettre aux générations à venir. Alors, comme on est en Afrique et on parle de l'Afrique, on dit souvent que l'Afrique est sous-représentée dans la liste justement de l'UNESCO par rapport au patrimoine immatériel. Est-ce vrai d'abord? Et qu'est-ce qui est fait pour parer à cette sous-représentation, M. Haji? Merci. Grande question. Grande question qui, dans la réponse, va justifier l'existence du Crespia. Vous pensez bien. Hein? Très bien. Oui, c'est très vrai ce que vous dites. Ce que les collègues ont dit est très important. Et votre question renvoie à la définition du patrimoine. J'invite vos auditeurs à aller à la Convention et à lire l'article 2. Parce que c'est l'article 2 qui définit le patrimoine culturel immatériel, ce que c'est. Et j'ajoute qu'à l'UNESCO, il y a 2 conventions phares. Concernant les questions de patrimoine. Il y a la Convention de 1972 qui s'intéresse au patrimoine matériel. Matériel, c'est-à-dire des choses qui ont une matérialité, qu'on peut toucher, qu'on peut regarder, sur lesquelles on peut s'adosser, qu'on peut compter, qu'on peut comptabiliser, qu'on peut fréquenter. Cela, c'est le patrimoine matériel qui est géré par la Convention de 72. Et la Convention de 72 classe au plan international des éléments qui sont déclarés faisant partie du patrimoine mondial, donc qui appartiennent au monde parce qu'ils sont dans la matérialité. Tandis que la Convention de 2003, qui s'intéresse au patrimoine culturel immatériel, classe sur les listes du patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire qui relève de l'humanité, qui relève de l'humain, qui relève du vivant. Et c'est pour cela que l'UNESCO, qui ne se trompe jamais, a décidé d'appeler ce patrimoine le patrimoine vivant. L'autre patrimoine peut être mort, peut être fossile, il peut ne pas être remis en circulation. C'est pour ça qu'il est au monde. Tandis que l'autre est à l'humanité, c'est-à-dire qu'il respire, qu'il est vivant, qu'il est reproduit. Et c'est pour cela que dans cette convention de 2003, il y a 2 listes importantes. La liste représentative, c'est celle que les États considèrent comme emblématique de leur patrimoine. L'État présente un dossier à l'UNESCO, il passe par toutes les étapes qui ont été décrites savamment décrites par notre amie Suzanne. Il passe par toutes les étapes et après il est déclaré. Mais l'État le présente comme représentatif de sa culture. C'est la vitrine, c'est l'emblème, emblématique. S'agissant de la 2e liste, celle qui concerne les listes d'intervention d'urgence, qui nécessitent une intervention d'urgence. C'est parce qu'ils sont en péril, qu'ils peuvent disparaître d'un jour à l'autre. Et comme a dit Sidi, l'attention, la conscience de l'humanité, des États, de la planète, est attirée sur cet élément en leur disant, écoutez, vous avez quelque chose qui nous vient du plus profond, que nous partagions
et que nous risquons de ne plus partager parce qu'ils risquent de disparaître. Donc il faut monter des programmes de sauvegarde, il faut monter des plans de sauvegarde, il faut tout faire pour que ce patrimoine soit remis en circulation et qu'il reprenne vie. C'est cela, cette convention-là de 2003, parce qu'elle s'intéresse à des choses d'une grande fragilité. Petit air de musique, petite poésie, petite visite au sein, petite pratique, petit artisanat. Mais ces petites choses, c'est eux qui nous font ce que nous sommes. C'est eux qui font notre identité, notre identité locale, notre identité nationale, notre identité humaine. Et donc la sous-représentativité par rapport à l'Afrique, alors, elle est due à quoi? Par rapport à l'Afrique, vous avez environ, pour ce qui concerne la Convention de 2003, vous avez un peu moins de 700 éléments qui sont inscrits pour la planète entière. Sur ces 700, il y a un peu 90, on va dire, qui sont inscrits pour le continent africain. Ça fait un septième. À peu près. C'est très peu. C'est peu. Pour un grand continent comme peu. l'Afrique. Un grand continent du point de vue du nombre d'États, du point de vue du nombre de ces populations et du point de vue de l'importance de l'Afrique dans la culture humaine. La culture humaine, c'est le plus ancien continent, le plus diversifié, le plus riche, le plus. Mais à l'UNESCO, on n'aime pas ces superlatifs. Parce qu'à l'UNESCO, tout mérite d'être considéré également, de la même manière. Et c'est donc peu. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi l'Afrique n'inscrit pas d'éléments sur les listes, aussi bien du patrimoine mondial pour la 72 que pour la 2003. Qu'est-ce qui fait cela? Il y a plusieurs raisons. C'est un ensemble de raisons sur lesquelles je souhaite que nos collègues s'expriment. Justement, et qu'est-ce qui est fait justement pour parer à cette heure? Oui. Non, je crois que je veux évoquer une autre perspective là-dessus, peut-être s'il peut aussi s'exprimer. En fait, le patrimoine culturel immatériel, il ne faut pas oublier, c'est aussi ce qu'on fait sans nécessairement réfléchir là-dessus. Parce que c'est vraiment une façon d'être. C'est ça. Et donc, cette idée de communiquer sur son propre patrimoine immatériel à quelqu'un d'autre, ça c'est une activité très différente. Donc, tout d'un coup, tu dois expliquer à une tiers partie ce que tu fais, ce qui sont tes valeurs. Et ça, c'est vraiment un exercice c'est pas peut-être pour toutes les communautés le plus important. Le plus important, c'est qu'ils peuvent... Et nous avons toujours encouragé des États d'investir d'abord pour vraiment renforcer la connaissance sur ce type de patrimoine au niveau national, identifier les communautés, mobiliser les différents acteurs, les mettre ensemble, veiller aussi à ce qu'il y a une bonne inventaire, plusieurs inventaires au niveau du pays, et aussi développer le cadre politique qu'il faut. Et donc, les listes sont juste un aspect, c'est pas tout. Maintenant, là, je crois qu'on est à un moment où les pays africains sont absolument prêts. Ils ont dit, non, maintenant, le temps est venu, on veut vraiment inscrire. Et nous, par exemple, on a un programme de renforcement des capacités particulièrement dédié à ça, renforcer les capacités pour les inscriptions. Et aussi, dans notre stratégie, on envisage la mise en réseau des pays pour que un pays puisse aider l'autre. Et nous n'avons pas encore parlé, et ça c'est aussi très important, des candidatures, des dossiers multinationaux, des inscriptions multinationales. Ça c'est très intéressant parce que dans ces situations, c'est différents pays, les communautés des différents pays même qui se mettent ensemble pour monter un dossier ensemble. Et ça c'est vraiment une expression je crois que le dialogue interculturel, la synergie, c'est formidable. Mais vous avez raison, les comités qui se réunissent chaque année, la dernière fois, le comité a remarqué cet inéquilibre régional et il y a déjà des différents partenaires qui se sont exprimés, qui ont dit non, nous on veut bien aider. C'est ça aussi joli par rapport aux conventions internationales,
c'est la solidarité internationale, la coopération internationale, à travers des centres comme les centres catégorie 2, mais aussi certains pays qui donnent une certaine somme à l'UNESCO pour nous permettre de faire ce renforcement des capacités. Là, on est en train de le planifier pour certains pays et j'espère que ça va avancer en conséquence. Très bien. Alors, il y a une question. J'avais prévu pour Madame Schüttgen, mais vous pouvez répondre. Mais oui. Non, je voulais parler justement d'un problème qui s'est toujours posé. C'est celui de la restitution aux pays africains de leurs œuvres d'art par les anciennes puissances coloniales. Oui. Qu'est-ce qui est fait justement pour faciliter cette restitution qui pose problème à chaque fois? Oui, peut-être avant d'en venir à cette question concernant justement la sous-représentativité de l'Afrique sur les listes de la Convention, c'est une réalité, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le patrimoine culturel immatériel n'a pas vocation non plus à être inscrit sur les listes. Ce qui est important, c'est que les communautés continuent donc à pratiquer leur patrimoine culturel immatériel, continuent la transmission de leur patrimoine culturel immatériel. Comme vous le savez, dans le contexte traditionnel, il y a des éléments du patrimoine culturel immatériel qui ne peuvent pas être partagés avec le grand public. Parce qu'il y a des restrictions coutumières qui régissent l'accès à ces aspects. C'est des patrimoines importants pour les communautés, mais malheureusement qu'elles ne peuvent pas partager. Donc un tel élément ne pourra pas se retrouver sur les listes parce que simplement aussi il faut respecter ces restrictions donc, qui sont imposées par les communautés elles-mêmes. Et comme Suzanne et Slimane l'ont déjà dit, je crois que pour un peu corriger ce déséquilibre-là, il y a effectivement des activités de renforcement des capacités qui sont organisées. Parce que Suzanne l'avait dit, il y a 5 critères d'inscription sur les listes. Et je crois qu'il y a un problème souvent justement donc, de capacité au niveau des États pour arriver à monter des dossiers donc, qui satisfont les différents critères. Mais cela ne dénie pas la qualité de patrimoine culturel immatériel donc, à ces milliers d'éléments, à ces millions d'éléments qui ne sont pas inscrits sur les listes. Voilà, donc c'est ça l'important. Maintenant, concernant la question de la restitution effectivement donc, des œuvres d'art africaines à leur pays d'origine par les anciennes puissances coloniales, je crois que le processus actuel a été déclenché à partir donc, de la déclaration faite à Ouagadougou par le président français, donc Emmanuel Macron, qui s'était engagé effectivement donc, à restituer aux pays africains un certain nombre de biens culturels d'œuvres d'art qui avaient été exportés donc, durant la période de la colonisation. Je crois que c'est un processus qui est en cours, mais je crois que le plus gros problème donc, lié à cela, c'est la question notamment de la documentation de ces objets. Parce que comme vous le savez, la plupart de ces objets ont quitté le continent, mais sans avoir été documentés, qui ont été arrachés, justement souvent même de force, à leurs détenteurs, à leurs propriétaires. Et aujourd'hui, nous n'avons pas forcément donc, cette mémoire-là, justement, de l'existence de ces objets au sein des communautés concernées, parce que ça date de plus de 100 ans, de plus de 150 ans pour certaines communautés. Donc c'est une véritable, c'est une réalité, c'est un problème. Mais je crois que beaucoup d'États ont identifié un certain nombre d'objets emblématiques. Je crois que c'est le cas du Bénin, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, où effectivement certains objets qui étaient connus et qui étaient réclamés par les communautés parce que importants. Et c'est pour cela aussi que justement ça me permet de faire un peu le lien entre ces objets et le patrimoine culturel immatériel. Parce que beaucoup d'objets justement interviennent dans la réalisation d'éléments du patrimoine culturel immatériel. Quand vous prenez un masque, voilà, c'est un objet décoratif qui se trouve dans un musée. Ça, c'est la conception de l'Européen. En Afrique, le masque, comme vous le savez, c'est autre chose. C'est autre chose. Le masque, ce n'est pas l'objet. C'est la symbolique. Le masque, ce n'est même pas un objet. Le masque, c'est une divinité. Le masque, c'est tout ce que voilà, donc vous pouvez avoir comme symbolique tout autre. C'est le support. C'est le support. C'est le support de quelque chose de très important. Très important. Alors, Monsieur Hachi, dans les pays... ami, s'agissant de cette question de la sous-représentativité, il faut vraiment bien la cerner. Pourquoi l'Afrique est sous-représentée?
Pour ma part, j'y vois un certain nombre de raisons. La première est que les éléments inscrits sur les listes de l'UNESCO, sur les listes internationales, sont issus d'inventaires nationaux. Oui. D'accord. Donc il y a obligation faite par la Convention, quand il ratifie la Convention, il y a obligation d'avoir un inventaire national. Donc il y a tout un travail de soutien. Qui doit se faire d'abord de soutien au niveau international, qui doit se faire au niveau des grandes structures internationales de soutien à l'Afrique, parce que l'Afrique a connu la traite de l'esclavage, elle a connu les colonisations, donc il y a des injustices dont est victime l'Afrique qui demandent réparation. Oui. Et l'une des réparations que le monde peut proposer, peut mettre à la disposition de l'Afrique, c'est cette aide-là, ce soutien à apporter pour réaliser les inventaires nationaux. Parce que les inventaires, c'est pas des inventaires comptables. J'ai 3 chaises, une table. Non, c'est de la recherche, c'est de la science, c'est de la culture, c'est du travail. Et il y a toute une stratégie à monter pour monter les inventaires nationaux. Et après, de ces inventaires nationaux vont émerger des éléments qui vont devenir emblématiques et représentatifs de l'État. Ça, c'est la première raison. La deuxième, très rapidement, mon cher Halim, la deuxième, c'est il faut de l'expertise pour monter ces dossiers. Là aussi, ça renvoie au fait que nos universités, que nos musées, nos centres de recherche doivent s'investir, doivent faire attention à cela et travailler dans le sens de se mettre au niveau mondial pour préparer et monter les dossiers relatifs à ce patrimoine. Très bien. Alors, Madame... J'ai peut-être une chose à ajouter aussi, que le système de ces listes, on a aussi travaillé, parce que maintenant on a un peu d'expérience, on a quand même quelques années d'expérience, et les États membres ont aussi réfléchi sur la façon comment on peut peut-être encore améliorer le mécanisme des listes et tout, et on essaie de simplifier un peu aussi, parce que le souhait est effectivement qu'il y a vraiment des éléments inscrits, les communautés puissent aussi avoir et interagir aussi à travers de ces mécanismes internationaux, parce que ça renforce la sauvegarde et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et aussi la compréhension mutuelle entre les communautés et les pays. Alors, il y a une question qui revient parfois comme ça chez nos citoyens d'une manière générale, c'est celle lorsqu'on parle du patrimoine immatériel. Prenons l'exemple, par exemple, en Afrique, les contes. Les contes sont de plus en plus menacés de nos jours, vu le développement technologique. Les enfants sont plus sur leur téléphone portable ou sur leur tablette. Est-ce que cette menace, justement, est-ce qu'elle ne pourrait pas aussi servir d'atout pour justement être un vecteur pour la promotion des contes, puisque j'ai parlé des contes, sinon ça peut être des jeux, ça peut être les chants traditionnels. Oui. Mais là, une réponse que l'UNESCO donne à ça, et avec les États membres ont beaucoup aussi réfléchi là-dessus, c'est l'éducation. L'éducation formelle, l'éducation non formelle. Il y a une telle richesse comprise dans le patrimoine culturel immatériel qui ne trouve pas sa place dans l'éducation aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est pour ça, d'ailleurs, la Convention prévoit aussi la transmission du patrimoine culturel immatériel dans l'éducation formelle et non formelle comme une des mesures de la sauvegarde de ce patrimoine culturel immatériel. Et nous sommes très contents parce qu'il y a un programme qui a été lancé en 2017 et il y a de plus en plus les États qui se rejoignent aussi à ce programme pour effectivement renforcer la transmission de tout patrimoine culturel immatériel, mais il inclut aussi les traditions orales au niveau de l'éducation de la nouvelle génération. Mais je serais intéressée si M. Sidi Traoré est d'accord qu'il y a vraiment une menace, ou peut-être pas. Non, peut-être que ce n'est pas tout à fait une menace, mais
plutôt même une opportunité quelque part. Parce que comme Suzanne l'a dit, l'éducation effectivement donc, est un des volets sur lesquels il faut agir pour la transmission du patrimoine culturel immatériel. Mais je crois que les nouvelles technologies, les outils multimédia offrent également aussi, je pense, des opportunités justement pour la transmission de ces éléments du patrimoine culturel immatériel. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'exemple des contes. Ouais. Je pense qu'effectivement, on n'a pas forcément les structures traditionnelles, le conte autour du feu, du bois de feu, l'arbre à palabre la nuit, parce que justement le contexte actuel ne le permet pas. Mais lorsque justement, à travers une émission, vous pouvez justement donc inviter un conteur qui va partager des séances de conte. Je pense que ça va participer à la transmission du conte. C'est vrai qu'on ne sera plus dans le cadre traditionnel de transmission, mais c'est un nouveau cadre. L'essentiel est que le conte, les valeurs que ce conte-là justement véhicule perdurent et que justement donc ça puisse servir. Vous parlez d'émissions. Moi j'ai un autre exemple à vous donner. Je suis tombé sur quelqu'un et là ça va me permettre de passer à la prochaine question. Quelqu'un qui fait dans le film d'animation, ici à Alger, et il l'a fait avec ses propres moyens. Il invite à chaque fois des étudiants africains qui viennent avec un conte africain de leur pays et ils le mettent sous forme de film d'animation et il leur permet de participer avec ça dans des festivals étrangers pour promouvoir justement ces contes. Et cela va m'amener à poser cette question. Souvent, la chose culturelle dans les pays africains, d'une manière générale, est du ressort des autorités, de l'État. Le privé est pratiquement ou quasiment absent. Qu'est-ce qui pourrait justement pousser le privé à investir dans ce domaine? Moi, j'ai souvent été invité et la première fois, j'ai eu quand même un peu de frayeur pour parler justement donc, des liens entre patrimoine culturel immatériel et industrie culturelle et créative. Mais lorsque j'ai poussé après la réflexion, je me suis dit, mais n'étant plus dans le contexte traditionnel de transmission, et nous sommes aujourd'hui des milliards à travers le monde, mais tout le monde ne peut pas venir vivre un festival qui se déroule à Alger ou à Ouaga. Mais par contre, la vidéo, le cinéma offre justement la possibilité de pouvoir partager ça avec le monde entier. Et l'exemple que moi j'aime bien prendre, c'est les contes des 1000 et une nuits. Donc je ne sais pas combien de déclinaisons nous avons donc, de ces contes-là en termes de livres écrits, en termes de films réalisés, en termes de jeux vidéo réalisés. Et là, ça transmet effectivement des valeurs, ça transmet le patrimoine culturel immatériel à travers donc des outils modernes. Et là, je crois que ça montre justement donc cette contribution importante que le patrimoine culturel immatériel peut avoir donc, pour le développement des industries culturelles en Afrique. Et je crois que là, ça intéresse le secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui fait des films, c'est le secteur privé également aussi qui fait les jeux vidéo. Le secteur privé, c'est clair, hein, c'est là où il y a du bénéfice à se faire, il y va. Donc, et là, c'est ça. Oui, allez-y. Vas-y, allez-y. C'est bien le sujet que vous abordez, celui du conte, parce que ça me permet de placer un peu le Crespiaf. J'ai créé une équipe. Il défend très bien Crespiaf. Oui, On ne vous a pas choisi pour rien. Ça va de soi. Ce faisant, je promeus le patrimoine immatériel, l'Afrique et les idées de l'UNESCO. Créer une équipe de recherche sur le conte. Parce que il y a un Algérien très compétent qui s'appelle Rachid Bellil qui a fait 5 tomes de contes amazigh, surtout les parlers amazigh. Et je lui ai dit pourquoi on n'étendrait pas cette pratique au moins au pays du Sahel, à l'Algérie, au pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina, puisque dans ces pays vivent des populations touareg. Donc le conte touareg, il y a une équipe de recherche au Crespiaf qui travaille déjà sur le conte touareg. Et ça va faire tache d'huile pour passer à d'autres contes, d'autres communautés. Ça, c'est le premier point que je voulais développer devant vous. Le deuxième point, vous avez parlé des étudiants
présents sur le territoire algérien, des étudiants du continent. Oui. Il y a plus de 40 000 étudiants en Algérie venant du continent et plus de 20 000 à Alger et les alentours d'Alger. Et au CRESPIAF, nous avons un programme de traduction de textes pertinents de la Convention elle-même, plus d'autres textes, plus des résumés des éléments classés par l'Afrique. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je m'adresse à une association d'étudiants du continent et je leur dis de me repérer les étudiants natifs qui va me traduire en swahili, qui va me traduire en bambara, en mandingue, en amharique, etc., pour pouvoir arriver à renforcer la présence des langues africaines, aux côtés de la CALAN, de l'Académie africaine des langues, pour mettre sur le site du CRESPIAF et le site de l'UNESCO cette convention-là dans des langues du continent, mettre les éléments classés, que chacun, que la communauté, une telle communauté du Burkina puisse voir sur le site mondial de l'UNESCO son élément classé qui est évidemment en anglais et en français, mais qu'il puisse le voir dans sa langue. C'est génial pour lui, c'est extraordinaire. Et c'est cela, les actions qu'il faut développer. Pourquoi? Parce que on a tendance à considérer comme désuet ce patrimoine, désuet, c'est-à-dire ne pas trop mettre en avant. Mais il y a maintenant au niveau de l'ONU, au niveau des systèmes des Nations Unies, une stratégie issue de Mondiacult par exemple, qui privilégie ces patrimoines dans le cadre du développement durable. Parce que le patrimoine immatériel peut faire bouillir la marmite, et il doit faire bouillir la marmite. Je peux vous donner des exemples. Suzanne parlait de visibilité tout à l'heure, de l'inscription. Nous avions classé le RAC de Ouled Sidchir. Voilà, Dawlat Sidchir, c'est une rencontre, un pèlerinage. Les gens viennent de partout. Il y a différentes festivités. Il y a de l'oraliture, c'est-à-dire des échanges des joutes poétiques, des récitations du Coran. Et il y a aussi la fantasia, c'est-à-dire des concours hippiques. Avant l'inscription, on atteignait tous les ans 300-400 cavaliers qui venaient de partout d'Algérie pour l'exhibition au moment du RAC. Dès la première année de l'inscription, on est passé à 1000 cavaliers. De 300 à 1000 cavaliers. Voilà les vertus des inscriptions, les vertus de la visibilité du patrimoine par les listes. D'où ma question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on gagne en étant inscrit? Sur le plan, par exemple, touristique, c'est de la visibilité. Les gens viendront pour soit le couscous, soit pour tel habit traditionnel. Ça peut aussi avoir des conséquences économiques pour un pays. Bouillir la marmite. Oui, donc toute la question économique se pose aussi. Actuellement, il y a beaucoup de discussions aussi sur la commercialisation liée au patrimoine culturel immatériel. Et ce qui est toujours important à se rappeler, c'est donc il y a bien sûr aussi certaines pratiques qui étaient toujours aussi liées à la génération des revenus, surtout si on prend l'artisanat et les spectacles et tout. Mais ce qui est important à distinguer, c'est est-ce que la commercialisation, c'est vraiment le choix de la communauté et c'est ce que la communauté souhaite pour renforcer la transmission aussi de son patrimoine. Ou est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur qui s'approprie ça? Et ça, il faut éviter. Ça, c'est pas dans l'intérêt. C'est le risque, c'est vraiment les bénéfices de la transmission du patrimoine culturel et matériel doivent revenir aussi à la communauté eux-mêmes. Et c'est ça qu'il faut jamais perdre de vue. De ça, mais le développement durable est beaucoup plus que la valeur économique. Il y a par exemple tout ce qui est environnement, il y a aussi tout ce qui est nourriture. On a quand même beaucoup de problèmes de faim à travers le monde. Là, le patrimoine culturel immatériel, on a beaucoup d'exemples de la préparation, de la préservation de la nourriture qui peuvent parfois vraiment être une réponse
à un problème très concret au niveau local pour une communauté. Oui. Et je sais que notre ami Sidi Traoré a des exemples très parlants qu'il a partagés lors de notre atelier qu'on a pu vivre ici en Algérie, qu'il veut peut-être ajouter. Oui. Alors, très rapidement, je vais vous dire, la plus grande frustration d'un journaliste, c'est quoi? Oui. C'est le temps. C'est le temps. Là, on vient de me dire, On comprend. c'est tellement passionnant que je ne me suis même pas rendu compte. Donc, si vous voulez les citer, allez-y. Mais avant cela, moi, j'ai envie vraiment de vous poser une dernière question. D'accord. Je pense qu'il y aura d'autres plateaux pour parler, peut-être lors du prochain atelier. Ben oui. Qui sait, on pourrait éventuellement penser à un autre plateau pour Nous développer allons un peu plus. organiser le 20e anniversaire de la Convention de 2003. On va faire en octobre un grand colloque. Voilà. Je l'annonce. Et donc, ça C'est pourrait l'année également de être célébration. une occasion pour développer d'autres points. Alors, pour terminer, moi, j'ai juste envie de vous poser une question très générale. Pour le patrimoine immatériel africain, qu'est-ce qu'on peut craindre et qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce patrimoine? D'accord. Moi, je trouve que là, monsieur Sidi Là, c'est une Traoré question pour devrait les trois. commencer, C'est une hein. question pour Oui, les trois, d'accord. puisque c'est pour Ok. conclure. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y a vraiment les communautés demeurent attachées à la sauvegarde de leur patrimoine culturel immatériel. Ça, c'est un fait indéniable, hein. Voilà, j'ai partagé des expériences avec les autres participants sur notamment donc la contribution importante du patrimoine culturel immatériel au développement donc, économique inclusif, notamment à travers l'artisanat. Donc vous voyez, la tunique que je porte, c'est une tunique en cotonnade traditionnelle. Oui. Donc c'est des artisans burkinabés qui mettent en œuvre des savoirs et des savoir-faire donc transmises depuis plusieurs générations et qui donc parviennent à cela. Et lorsque moi je le porte, je suis fier de le porter parce que quelque part c'est une partie de ma culture que j'exprime, que je partage. Surtout que c'est très joli aussi. Avec tout le monde. Merci bien, merci, merci. Et également aussi, voilà, j'avais partagé aussi quand même la contribution importante du patrimoine culturel immatériel à la paix et à la cohésion sociale. Je crois que c'est un aspect important dans nos contrées actuellement surtout, voilà, parce qu'au moins ce patrimoine culturel immatériel a l'avantage de nous unir autour d'un certain nombre de valeurs partagées. Et ça fait qu'effectivement on s'accepte mieux et ça évite pas mal de situations conflictuelles qu'on aurait pu donc connaître. Mais je crois que l'avenir du patrimoine culturel immatériel en Afrique, c'est un bel avenir de mon point de vue, parce qu'il y a de plus en plus effectivement d'engagement, que ce soit au niveau des autorités, mais que ce soit au niveau surtout des jeunes générations, donc pour s'approprier justement donc leur culture, pour vivre leur culture, mais également aussi pour découvrir les cultures donc venant d'ailleurs. Donc moi, je n'ai pas de crainte en rapport avec cela et je sais que ces éléments seront transmis encore durant des siècles et des siècles. Pour conclure, Madame Non, Fulvia. pour conclure, oui, mais bon, je crois que M. Sidi Traoré a déjà bien parlé de cet aspect de la paix. Mais tout pour à moi, fait. pour Afrique, et c'est pas seulement pour Afrique, je dois le dire, hein, on espère vraiment que maintenant, le patrimoine culturel immatériel, c'est établi comme concept, hein, c'est connu. Maintenant, il faut vraiment l'intégrer dans les stratégies nationales, locales, internationales du développement durable et de la paix. Parce qu'il y a tellement de ressources qui sont vraiment incarnées dans le patrimoine culturel immatériel et tellement de potentiel et j'espère que vivement que ça va être reconnu et intégré et que aussi on a parlé de lien entre patrimoine culturel immatériel et éducation, que les enfants à l'école puissent aussi être fiers de ce qu'ils amènent dans leur classe. Et souvent, c'est en fait leur patrimoine culturel immatériel pour que ça trouve une place, pour que l'identité se renforce et aussi la compréhension entre les différentes communautés, même dans les situations difficiles. Donc c'est notre Monsieur Hachik. Oui, à l'occasion de ce grand atelier, nous avons organisé une très belle exposition que tous les participants à l'atelier ont pu visiter.
j'invite les Algériens à aller, les Algérois et les Algériens à aller visiter cette exposition. Je vous invite même, vous, à y faire une émission à partir de cette exposition. Oui. De cette exposition qui expose tous les patrimoines de 30 pays du continent qui ont inscrit des éléments sur les listes de l'UNESCO. L'avenir du patrimoine, il n'y a pas à craindre, je dis, parce que l'homme a toujours besoin de son passé, l'homme a toujours besoin de ce qu'il a été, l'homme a toujours besoin d'identité, de se développer à l'intérieur de ce qu'il est. Et c'est le patrimoine qui nous fait ce que nous sommes. Le patrimoine, c'est la paix. Hein. Même les canons, quand ils rentrent dans les musées, c'est qu'ils ont cessé de tonner, n'est-ce pas? C'est très joli. C'est ça. Le patrimoine, on ne rentre dans le patrimoine qu'apaisé, que pour faire la paix. Le patrimoine, nous avons inscrit le couscous. Mais le couscous, ce n'est pas un art culinaire, ce n'est pas un mets. Ouais. C'est une culture, c'est une identité, et c'est autour de lui que se réalise le vivre ensemble. Parce que tous les peuples qui vivent ensemble réalisent leur vivre ensemble dans des lieux de commensalité. C'est en consommant ensemble qu'on vit ensemble. Et le lieu de la commensalité pour nous autres Algériens, c'est quoi? C'est le couscous. Rien ne se passe en dehors du couscous. Le mariage, le décès, le deuil, la fête, la visite au sein se termine toujours autour d'un couscous qui réalise notre désir de vivre ensemble. Voilà. Au Sénégal, au Nigeria, on se réalise autour du tchéboudienne. Qui est lui aussi le lieu de la commensalité. Que donc le patrimoine ne peut pas ne pas avoir de bel avenir, n'est-ce pas? Mais il faut ce qu'il faut, et évidemment, ce serait... On va finir sur ces notes positives. Hein. On a eu droit à des notes positives de la part de nos trois invités. Donc je rappelle juste que nous avions avec nous Madame Suzanne Schüttgen. Vous êtes chef de l'unité renforcement des capacités et politiques du patrimoine, entité du patrimoine culturel immatériel, à l'UNESCO bien sûr. Oui. Nous avions avec nous Monsieur Sidi Traoré. Vous êtes facilitateur de l'UNESCO pour la convention de 2003 et vous venez du Burkina Faso, ce cher pays, très cher à l'Algérie. Et puis, bien sûr, nous avions avec nous M. Slimane Hachi. Vous êtes directeur du Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, le CRESPIAF, que vous aviez très bien défendu lors de cette émission. En tout cas, sachez, j'ai pris beaucoup... Voilà l'exposition. Voilà. Le catalogue de l'expo est très, et tout le monde est invité à venir visiter. Très bien. Nous pouvons le recommander. Très bien, on la recommande. Alors, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. J'espère que nos téléspectateurs aussi ont pris beaucoup de plaisir. En tout cas, on a essayé de répondre à certaines questions que vous vous posiez. Nous vous donnons rendez-vous dans une autre émission ou dans un autre rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.